Lutte contre l'insécurité dans la sous-région, Ivoiriens et Burkinabés unissent leurs forces pour traquer les terroristes à la frontière des deux pays. C'est à travers une opération dénommée Komoué. Une opération aux résultats jugés encourageants et salués par la haute hiérarchie militaire des deux pays. Covid-19, quel impact sur le secteur de l'huilerie? La pandémie aura mis à genoux ce secteur déjà fragilisé par la fraude. La plupart des unités sont à l'arrêt avec des dizaines de travailleurs mis au chômage. Constat à Bobo Dioulasso. La culture et le sport seront au rendez-vous de ce Midi Magazine avec comme sujet phare les arts de la scène pour la culture et les métiers d'intermédiaire de joueurs pour le sport. Voilà donc pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous suivre. Tout d'abord, le point journalier sur la maladie à coronavirus. À la date du 21 mai, 245 échantillons ont été analysés avec comme résultat 17 cas confirmés, dont 13 importés et 4 de transmission communautaire à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Aucun décès n'a été enregistré fort heureusement et le nombre de cas actifs est passé à 100. Cap sur Kafolo, c'est en terre ivoirienne et à la suite de la hiérarchie militaire, Moïse Minungou, chef d'état-major général des armées et son homologue ivoirien sont allés encourager les soldats engagés dans l'opération Komoué, une opération antiterroriste qui réunit les deux pays. Des précisions avec Karim Sissé. L'opération Komoué, c'est l'offensive lancée conjointement par les forces armées ivoiriennes et burkinabais depuis le 13 mai 2020 pour combattre les terroristes à la frontière de ces deux pays. Une opération qui a permis à ces deux armées de mutualiser leurs compétences et connaissances pour venir à bout des forces du mal. Et en 2 semaines de combat, des bases de terroristes qui commençaient à s'installer sont démantelées et la zone concernée est en cours de sécurisation. Ces armes ici présentées ne sont qu'un échantillon du matériel saisi des mains des terroristes. Une victoire que les chefs d'état-major des forces armées du Burkina et de Côte d'Ivoire ont tenu à saluer de vive voix ici à Kafolo, en territoire ivoirien. Cette opération conjointe nous aura permis de lever des doutes. Et au regard des résultats obtenus, nous pensons que cette zone pourra être stabilisée de façon durable. C'était un devoir pour nous de nous coordonner avec nos frères des forces armées du Burkina Faso pour sécuriser cette région. Si on n'avait pas mené ces opérations, il fallait mener ces opérations-là. Parce que le simple fait que nos deux troupes se soient réunies pour mener cette opération, ça a eu des résultats. Vous voyez, quand vous menez seul une opération, eh bien, comme eux, ils n'ont pas de frontière, ils traversent et vous ne pouvez pas poursuivre puisqu'il y a la frontière. Mais ici, les deux armées se sont rassemblées. On a essayé de monter l'opération et vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Sur le terrain, l'ambiance entre les troupes engagées dans cette opération est chaleureuse et confraternelle. C'est ensemble et en bonne intelligence qu'elles ont mené l'opération. La victoire engrangée est à l'actif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est une première et au général de brigade Moïse Minungou de rassurer qu'elle ne sera pas la dernière. Il promet continuer la coopération pour encore plus de résultats contre le terrorisme. C'est dans ce contexte de défis sécuritaires et sanitaires que les élections de 2020 profilent à l'horizon. Sur la question, les représentants des 14 partis politiques siégeant au Parlement étaient en conclave. Un cadre de dialogue interparti offert par le Centre pour la gouvernance démocratique avec pour but de recueillir des recommandations pour un dénouement inclusif des élections. Le compte-rendu de Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Les défis d'une organisation des élections de 2020 dans un contexte d'insécurité de pandémie. La thématique est présentée par les deux communicateurs comme une équation à plusieurs inconnus dont le résultat doit aboutir ou tendre vers zéro conflit ou contestation avant, pendant et après les élections.
Comment financer ces élections dans un contexte de rareté des ressources? Comment prendre en compte les personnes déplacées, les difficultés liées aux aléas de la saison pluvieuse et les questions de dépolitisation de l'administration et de réconciliation des acteurs politiques? Autant de sujets soulevés au cours des échanges. Nous avons de sérieux problèmes consensuels. Par exemple, il y a pas mal de communes qui n'ont pas été enrôlées. Aujourd'hui, on nous dit, le président de la CENI, nous l'avons rencontré, qui dit que dans sa sortie à partir du 23, il y a 3 provinces dans l'Est qui sont classées en rouge ou en orange qui ne seront pas touchées. Alors la question de se poser est, ils votent ou ils ne votent pas. Il appartient à la classe politique et avec l'ensemble du gouvernement et au chef de l'État, en plus la CENI, de voir dans quelle mesure en fait nous pouvons intégrer ces zones isolées afin que nous puissions trouver une solution alternative. Les échanges sont enrichis par des pistes de réflexion et des propositions qui seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Des propositions ont été faites allant sur l'accentuation de la concertation, le cadre réglementaire et juridique à avoir et des initiatives à prendre dans le domaine de la sécurisation de notre territoire, la sécurisation des candidats, la lutte contre la pandémie, de manière à permettre de pouvoir organiser ces élections dans un meilleur contexte. Le cadre de dialogue interparti regroupe les 14 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il est facilité par le Centre pour la gouvernance démocratique à travers le programme danois DIPD. Il s'agit pour ce dialogue politique d'identifier des thématiques attrayantes, d'actualité, avec le conseil d'administration, les membres du secrétariat exécutif, et maintenant les discuter avec l'ensemble des présidents des partis politiques, les membres de la délégation, et essayer de voir quelles sont les différentes solutions qu'on peut trouver pour l'ancrage du processus de la démocratie au Burkina Faso. La prochaine rencontre du cadre de dialogue interparti est prévue le 27 mai 2020 sur la clarification des rapports entre les organisations de la société civile et les partis politiques pour des élections apaisées et acceptées de tous. Direction Bama dans le Houé où l'atmosphère était tendue hier. Les populations étaient dans la rue pour demander la démission du maire. Il lui est reproché une mauvaise gestion du foncier communal. Approché, le maire dit avoir agi en toute légalité. Les différents points de vue dans ce reportage de Drissa Traoré et Ali Traoré. À l'entrée de Bama, une foule impressionnante bloque la principale artère de la ville. Foulant au pied la mesure interdisant le regroupement de plus de 50 personnes, ces populations manifestent leur mécontentement pour dénoncer la gestion de la question foncière par le maire. Ça fait une année de cela, cette même jeunette est allée se plaindre sur le médiateur du Faso pour l'interpeller, pour lui dire que ce qu'il est en train de faire, ça ne nous plaît pas. Et que nous, on voulait que les 300 et quelques parcelles qu'il est venu trouver, qu'il nous fait le bilan d'abord. Après ça, maintenant, il peut faire un nouveau lotissement. Mais à notre grande surprise, on vient trouver qu'il est en train de faire un autre lotissement, sans même le bilan même de ces 300 et quelques parcelles. Pour essayer de calmer la situation, le chef du village de Bama aurait adressé une lettre au maire de cette commune. La lettre est là. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit qui soit un mot qui puisse vraiment énerver quelqu'un. Bon, moi, à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse manifestement du maire qui m'a traité de n'importe quoi, sauf un chef. Face aux allégations, Lassina Gondé relate sa version des faits. Tout en niant avoir manqué du respect au chef du village, il dit être dans la légalité pour entamer cette opération de lotissement. Et ce matin, il est conforté dans sa position par le conseil municipal. Vous êtes témoin des images qui sont passées à l'intérieur de mon conseil. Pour ce lotissement, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Vous pouvez me donner quitus au conseil municipal ici pour que je fasse ce lotissement. Ils ont dit oui, unanimement, je crois que sur les plus de 37 à 39 conseillers ici présents, ils ont dit oui. J'ai dit abstention, pas d'abstention. Avec l'aval du conseil à cette session, le maire compte continuer dans cette lancée. Mais avant, il compte entamer une tournée en vue de réconcilier leur cœur.
Le prince Cheikh Mohamed des Émirats Arabes Unis, solidaire du président du Faso et de son peuple affecté par la pandémie du coronavirus, il offre 30 tonnes de matériel médical, dont accueilli ce matin même à l'aéroport international de Ouagadougou. Urbain Benito Somé et Sekou Zongo. Le cargo affrété par le prince Cheikh Mohamed bin Zayed des Émirats Arabes Unis sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. À son bord, des réactifs, des processeurs pour dépistage, des masques et des gants au président du Faso. Un don motivé par la solidarité du prince émirati au peuple burkinabé touché par la pandémie du Covid-19. Ce lot de matériel est une bouffée d'oxygène dans la lutte contre le nouveau coronavirus au Burkina Faso. C'est un important lot de matériel et de produits, matériel de protection, et produits constitués de PCR, de tests PCR. Alors, vous savez que en ce moment sur le marché international, ce sont des choses qui sont difficiles à avoir et cet important appui va nous permettre d'aller de l'avant dans la lutte que nous menons contre cette pandémie-là. Une lutte qui est aujourd'hui entrée dans une nouvelle phase, celle de dépister le maximum de personnes, notamment les plus vulnérables, à savoir les hypertendus, les diabétiques et les hémodialysés. Nous sommes en train d'augmenter le nombre de tests réalisés par jour. Au regard des cartons que nous avons réceptionnés, je sais que c'est une quantité énorme et cela va permettre d'atteindre nos objectifs dans cette lutte que nous menons. Ce don du prince Cheikh Mohamed bin Zayed au président du Faso tient des bonnes relations entre les deux hommes, mais surtout entre les deux pays selon le directeur de cabinet du président du Faso. Il traduit de ce fait la reconnaissance du peuple burkinabé aux donateurs. L'ONG américaine Jipaigo soutient également les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elle offre du matériel au ministère de la Santé, mais pas seulement. Jipaigo s'engage à former plus de 8000 prestataires de soins dans les différentes régions sanitaires, montant de la contribution 148 millions de francs CFA. Précision donnée hier aux journalistes Souleymane Sanou, Oumou Sissé et Marguerite Douanossou. L'ONG Jipaigo est aux côtés du Burkina Faso dans ce combat farouche engagé contre la maladie à coronavirus. Répondant à l'appel lancé par les autorités burkinabées, elle a pu mobiliser 148 millions de francs CFA auprès de ses partenaires. Des ressources financières investies d'abord dans le renforcement des capacités à travers la formation des prestataires sur les mesures de prévention dans 12 régions sanitaires du pays, et ensuite dans la mise à disposition de la logistique à la coordination nationale de lutte contre le Covid-19. Et ce matin, c'est un important lot de matériel et d'équipements de protection que l'ONG américaine remet au ministère de la Santé. La valeur se situe à 148 millions de francs CFA et nous espérons ajouter légèrement un autre don qui va s'ajouter autour de 12 millions, donc nous serons à 170 millions environ. Ça, c'est juste un appui additionnel par rapport au Covid, si nous sommes déjà dans ce domaine de la prévention et du contrôle de l'infection. Jipaigo, qui accompagne le ministère de la Santé dans ses efforts pour l'accès des populations aux soins de santé, entend par ce geste contribuer à freiner la propagation du Covid-19 et à protéger les prestataires de soins. Le Covid-19 qui aura réussi à mettre à genoux le secteur de l'huilerie, déjà fragilisé par la fraude. Conséquence, les machines sont à l'arrêt et des dizaines de travailleurs mis au chômage. Le constat à Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao et Ali Traoré. Des travailleurs au repos, des machines presque à l'arrêt, des bidons d'huile à perte de vue, c'est le triste constat ce matin dans cette huilerie. Après la concurrence déloyale, le Covid-19 vient à son tour porter un coup dur à cette usine. Avant la maladie du coronavirus, on n'avait même pas de stock. Mais avec la quarantaine de la ville de Bobo Dioulasso, les gens ne pouvaient pas venir. Naturellement, on a le stock. Mais la quarantaine est levée, mais malgré tout ça, là, bon, c'est encore timide, quoi. À peu près aujourd'hui, c'est à peu près 6000 bidons d'huile de 20 litres. La situation est encore plus compliquée ici. Le cadre est complètement désert. Actuellement, les responsables parlent peu de la maladie à coronavirus, mais plus de la fraude qui handicape depuis 2018 leurs activités. Notre plus grande difficulté est le manque de ressources.
pour se procurer la matière première. Cette année, on n'a fait que 3 mois de campagne. Actuellement, rien ne fonctionne. Le constat est également le même dans cette autre huilerie. Face aux difficultés, la responsable s'est vue dans l'obligation de mettre la moitié du personnel en chômage technique. C'est ça aussi la difficulté. On a une base qu'on ne peut pas, que le salaire est fixe. C'est des permanents, c'est des engagés, ils sont déclarés à la caisse, on les garde. Maintenant, les ouvriers et les journaliers, comme on les appelle, c'est eux qui ne travaillent pas. Par contre, dans cette société, on ne subit pas le poids de la maladie. Mieux, on arrive à écouler plus de produits que prévu pendant cette période. Comme l'huile est un produit de base alimentaire, les gens n'ont pas arrêté de manger. Donc il y a toujours un besoin à satisfaire sur ce produit-là. Ce qui fait qu'on ne voit pas une baisse de la demande d'huile. Et pour le savon, c'est un peu la même chose. Donc... Malgré cette situation qui lui est profitable, le directeur général de cette structure espère que la maladie sera vaincue très prochainement pour un retour à la sérénité au niveau de l'économie. Et cela passe nécessairement par le respect des mesures barrières. Le strict respect des mesures barrières et des consignes édictées, le rappel a été fait aux fidèles musulmans de la ville de Bobo-Dioulasso à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr. Pour les leaders religieux, une fête réussie est celle passée en bonne santé. Quelques consignes dans ce reportage de Drissa Traoré et Ali Traoré. Après avoir passé un mois à s'abstenir de boire, de manger ou de satisfaire certains désirs, voici venue l'heure de la grande rupture. Cette rupture qui marque en même temps la fin du mois de Ramadan renferme plusieurs sens. La fête en islam a 2 dimensions. Il y a la dimension spirituelle qui se traduit par la prière, par les invocations, les glorifications, et la dimension sociale qui se traduit par donc le boire, le manger, les réjouissances, les sites. Et pour fêter dans de très bonnes conditions, surtout dans ce contexte de Covid-19, invite est faite à tout musulman de respecter les mesures de restriction. Il est recommandé vraiment aux musulmans qui se rendent à la mosquée de pouvoir donc à la prière donc de pouvoir faire les ablutions à la maison, de porter leur cache-nez et d'apporter leur tapis. Et si possible, si les mesures de distanciation sociale peuvent être respectées, parce que la prière traîne des centaines de personnes. En plus de ces mesures, il est demandé aux fidèles de respecter le couvre-feu qui est toujours en vigueur de 21h à 4h du matin. Le couvre-feu, ça nous aide un peu à respecter même ce que l'islam nous recommande. Parce qu'on a dit, après la prière de Isha, normalement, on doit se retrouver à la maison. En lieu et place donc, l'imam Daouda Soura invite les uns et les autres à faire la fête en famille. Les préparatifs vont bon train dans la ville de Sia. Les dernières heures avant la fête de l'Aïd el-Fitr sont mises à profit, qui pour vendre, qui pour acheter. Ambiance dans quelques lieux avec Maneka Ien et Kaduro Menki. Des marchés de fortune pour volailles installés un peu partout aux abords des grandes voies. En ces périodes de fête, il faut user de stratégies pour conquérir la clientèle qui se fait toujours attendre, semble-t-il, par ici. Le marché cette année, réellement ça ne va pas. Parce que pourquoi? L'an passé, à l'heure comme ça, il n'y a pas la place ici. C'est-à-dire nous-mêmes on comptait, c'est de la nuit, vraiment on comptait pour avoir le marché. Bon, l'année ici à couvre-feu à partir de 21h. Nous on a vendu jusqu'à 2h du matin, l'an passé. Cette année-là, je suis sûr, si le couvre-feu reste comme ça, en tout cas, ça ne va pas. Et puis encore, les pays là, vraiment, ça ne va pas. Le temps est dur. Avec la situation actuelle du pays là, vraiment, si on pouvait avoir à 3000, ça allait vraiment nous faire beaucoup plaisir. Si nos 4000, vraiment, je pense que vraiment c'est trop. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer un poulet à 4000. Dans les marchés et alimentations de la ville, c'est la course aux provisions. Demain, c'est la fête et nous sommes là pour s'approvisionner. J'ai pris la mayonnaise, la ketchup et puis le riz. Je suis venue payer les condiments, concombres, carottes et puis haricots verts. D'habitude, c'est qu'on payait à 200, aujourd'hui c'est à 500, on paye ça à 500. Donc vraiment, le prix est élevé. La fête de Ramadan rime également avec beauté. Les salons de coiffure et les salons de couture sont au dernier réglage pour être au rendez-vous.
l'aurez compris, la page culture de ce Midi Magazine est ouverte et je reçois pour vous Amadou Marcelto, journaliste. Bonjour Amadou. Christine, bonjour. Avec nous Odile Sankara, actrice, dramaturge, metteuse en scène. Elle est actuellement présidente des Récréatrales. Bonjour madame. Bonjour. Amadou, il sera donc question des arts de la scène. Justement, Christine, nous allons notamment évoquer les Récréatrales dans ce numéro, ce rendez-vous culturel qui se tient chaque 2 ans à Gongé, c'est à Ouagadougou. Et ce rendez-vous est à l'épreuve du Covid-19, la 11e édition prévue pour se tenir du 23 octobre au 1er novembre. Donc les organisateurs adaptent la biennale à la situation. Nous dresser, c'est d'ailleurs le thème de la présente édition. Zoom sur les préparatifs dans ce reportage de Adama Guiti et de Sekou Zongo. L'art au service des communautés et de la société. Et c'est le théâtre qui se manifeste comme avant-gardiste des chocs de la société burkinabé. La pandémie du nouveau coronavirus fragilise les humanités et ampute les rêves des populations. Et la 11e édition des Récréatrales se donne pour objectif de cultiver et de nourrir l'espoir du vivre ensemble. Et je pense que l'art, le rôle de l'art a toujours été là, de nourrir le rêve, de cultiver nos humanités, nos foi en la vie. Et je pense que si demain on lève le confinement de regroupement et que nous commençons à nous produire, à représenter, nous allons avoir des salles combles parce que les gens sont fragilisés et attendent de nourrir des rêves. Des attentes qui seront satisfaites de l'avis de Odile Sankara à travers l'édition 2020 de ce festival populaire. Les Récréatrales sont à l'épreuve du Covid-19 et ses corollaires, mais le comité d'organisation tourne en plein régime et y croit dur comme fer de sa tenue à bonne date. Nous croyons que ça va se tenir parce que nous sommes d'abord dans un quartier avec une communauté. Et soit si le monde ne vient pas à nous, si l'Afrique ne vient pas à nous, il y a la communauté qui est là. Nous pouvons reconsidérer le programme en fonction pour faire un festival avec peu de compagnies extérieures. Reconsidération de budget, déroulement du programme Élan à travers la formation des acteurs, résidence de création pour le mois d'août. Le chronogramme des Récréatrales se déroule dans un contexte de crise sanitaire, mais la 11e édition de la Biennale du théâtre ne sera pas au rabais. L'art n'est jamais au rabais, mais c'est comment tenir une flamme avec d'autres façons de créer. D'abord, les Récréatrales étaient faits au début pour nous, notre communauté. C'est pour ça que nous l'avons implanté au cœur du quartier à Gonguin, dans les familles. Les Récréatrales 2020, c'est du 23 octobre au 1er novembre prochain. Situation sanitaire oblige, le comité d'organisation préconise la réappropriation de l'esprit communautaire local. Retour sur ce plateau, Madame Sankara, dites-nous, que faut-il entendre par réappropriation de l'esprit communautaire local? Oui, parce que généralement, comme nous faisons l'art et que c'est une expression et appelée à rencontrer du public et nous voyageons beaucoup. Il faut aussi sortir avec nos productions, rencontrer d'autres publics et nous sommes toujours partis. Et quand on fait les Récréatrales, il y a beaucoup de monde qui arrive, d'Afrique et aussi d'Europe. Et donc on peut avoir tendance, c'est pourquoi je relativise, on peut avoir tendance à croire que comme les frontières sont fermées, et comme il n'y a pas de moyens, nous n'allons pas pouvoir tenir l'édition. Et je pense que c'est pour ça que je ramène ça à la genèse. Le début, pour nous, c'est comment partager le théâtre avec notre communauté, notre public. C'est pourquoi le lien social est important, c'est pourquoi le théâtre en famille est important. Et à Gonguin, les familles deviennent pour nous les théâtres. Donc ils nous ouvrent leur intimité. Et c'est important en tout cas pour moi, se réapproprier ce public-là que nous avons aussi façonné ici. Nous avons un public aujourd'hui au Burkina. Et c'est important. Alors, Madame Sankara, coronavirus
on en parle toujours. Est-ce que cette pandémie, avec ses nombreuses restrictions, ne va-t-elle pas jouer sur l'esprit même de la manifestation quand on connaît le caractère populaire de l'événement? Bon, pour l'instant, nous y réfléchissons. Bien évidemment, nous sommes toujours en laboratoire parce que les récréatrales, il faut le savoir, c'est un laboratoire pour nous de création, de formation et de réflexion. Et nous sommes en réflexion, nous sommes en réflexion par rapport à tout ça. Alors, si, comme disent certains esprits scientifiques, si la pandémie va mettre du temps à arriver, c'est pas mois de juillet, mois d'août, mois de septembre en Afrique, au Burkina, qu'allons-nous faire? Je pense qu'il va falloir aussi qu'on travaille avec des médecins qui vont nous aider à prendre des mesures d'hygiène. En ce moment, nous jouons aussitôt. Aristide a participé Aristide, c'est le directeur artistique des récréatrales. Il a participé à une création aussitôt qui se déroule en ce moment. Et chaque soir, on joue depuis le 20. Et ça se passe très bien parce qu'on a observé les mesures d'hygiène 1 mètre par spectateur. Donc, il va falloir que nous prenions aussi en compte cette donnée-là. Mais nous espérons que d'ici fin octobre, parce que c'est du 23 octobre au 1er novembre, peut-être que l'eau aura coulé sous les ponts et nous pourrons librement faire notre édition. Madame Sankara, vous détenez actuellement les rênes de la présidence des récréatales. Quelle sera votre touche pour faire davantage rayonner cette manifestation culturelle? Pour moi, ce qui est fondamental dans notre métier, parce que c'est un métier qui est perpétuellement en mouvement, le théâtre tel qu'on le pratiquait quand moi j'ai commencé ne se pratique plus comme ça. Donc le théâtre aussi avance avec l'évolution du monde, l'évolution de nos sociétés. Et la question de la formation, elle est importante. Elle est importante et c'est pourquoi dans la biennale, l'année intermédiaire, nous mettons l'accent dans la formation. Pas la formation classique techniquement comme on l'a toujours fait, mais aussi comment nous pouvons nourrir notre imaginaire en partant du patrimoine culturel, en partant de nos valeurs culturelles, pour en sorte créer aussi une esthétique théâtrale propre à nous. Et je pense que tout le travail de réflexion avec Aristide, c'est aussi ça, la part de la création et de la formation, et que les jeunes viennent de partout d'Afrique. Si on arrive à essaimer comme ça à travers le continent, on peut espérer, en tout cas renouveler le théâtre, en faire un théâtre pas africain parce que j'aime pas le terme, mais un théâtre qui puise dans le socle des valeurs et de la culture africaine. D'une manière générale, quel regard vous portez sur le théâtre au Burkina Faso? Le théâtre au Burkina Faso, il faut dire qu'il y a toujours, comme je dis, ça évolue. On a eu de grands maîtres. Moi, j'ai commencé à l'époque des grandes gloires du théâtre parce qu'on avait de grands maîtres. Moi, j'ai commencé avec Amadou Bourou, à la compagnie Ferren. Il y a eu Jean-Pierre Guingané, paix à leur âme. Il y a Prosper Compaoré qui est toujours là et qui nous accompagne. Et donc, on a eu l'époque des grands maîtres, l'époque aussi des troupes de théâtre. C'est important parce que les troupes de théâtre nous permettaient d'élever des comédiens, de former des comédiens, d'avoir des figures de comédiens. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a moins d'espace comme ça où, en matière de parler de troupes, on a le CEFRAV, bien sûr, à Gambidi, qui fait un travail formidable de formation continue sur 3 ans. Mais je pense que les troupes, c'est important parce que ça nous permet d'être en famille. Ça nous permet que le potentiel de chacun participe à faire avancer les choses. Et on n'a pas besoin forcément d'argent quand on est dans une troupe, et on est là, et on travaille en capital humain disponible. Et ça manque aujourd'hui, qui fait que il faut que, c'est le devoir de nous tous, en tant qu'aînés, il faut que nous mettions l'accent dans la formation, parce qu'on sent quand même qu'il y a des lacunes en matière de formation. Alors, Madame Sankara, nous allons maintenant évoquer votre parcours professionnel. Vous êtes la sœur cadette du président, le capitaine Thomas Sankara. Vous avez commencé dans les années 90
avec Amadou Bourou comme mentor. Est-ce vous arrive parfois vous avez joué dans plusieurs scènes, on peut le dire ainsi, mais est-ce qu'il arrive parfois d'utiliser vraiment le théâtre pour continuer et sinon poursuivre le combat de votre défunt frère? Oui, il faut dire que chaque Africain, je vais en Afrique, chaque Burkinabé, chaque Africain, chaque créateur a, en tout cas au fond de lui, une part de Sankara. Parce qu'il a impulsé une dynamique culturelle et artistique. Et donc ça sommeille en nous. Et bien évidemment, ça peut être inconscient chez certains et conscient chez d'autres, de continuer ce qu'il nous a légué. C'est un héritage. Et au Burkina, si on voit l'expression culturelle, artistique, la création, le foisonnement qu'on dit, tout le monde entier envie le Burkina, c'est parce que nous avons eu cet héritage-là. Et donc oui, quelque part, nous le portons à notre façon, à notre manière, avec nos rêves, nos désirs aussi, quelque part souvent nos faiblesses, parce que nous manquons considérablement de moyens. Souvent, on rêve, on a de grands projets, mais on n'arrive jamais à les réaliser. Et voilà. Donc, je peux répondre ainsi. Au-delà de moi, je pense que c'est tous les artistes qui portent cette mémoire. Alors, quand on prend par exemple la pièce de théâtrale La Tempête de William Shakespeare, où vous avez joué, alors dans cette pièce, le frère cadet usurpe le pouvoir de l'aîné. Est-ce qu'il y a des similitudes entre cette histoire et l'histoire politique du Burkina Faso? Oui, La Tempête a été la dernière œuvre de Shakespeare, qui a été écrite par Césaire aussi, qui pour moi c'était la rencontre entre l'artiste et l'homme. C'est-à-dire que quand on regarde Shakespeare, là, Prospero, à la fin, il va demander pardon au public, pardon d'avoir versé du sang dans les théâtres. Et c'est d'ailleurs la seule œuvre où il n'y a pas du sang sur le plateau. Et donc, effectivement, oui, La Tempête, c'est ça, c'est Caïn et Abel, c'est aussi une partie de l'histoire politique et la tragédie du Burkina. Oui, La Tempête, c'est une très belle œuvre. Okay. Actrice, dramaturge et metteuse en scène, on l'a dit, vous êtes simplement une femme de culture. Alors, est-il facile pour une femme d'évoluer dans ce domaine-là? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons gagné. Quand je commençais, on peut dire que ce n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Nous faisons un travail de nuit. Nous voyageons beaucoup. Et nous, on ne rentre pas avant minuit, 1h du matin, voire 2h à des moments donnés. Quand il y a le festival, on rentre même au petit matin. Et donc, par rapport à ça, le regard de la société, je comprends très bien. Hein. C'est une femme qui peut vivre une vie nocturne comme ça, qui peut partir loin de son pays pendant des mois, a été beaucoup mal vue. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a gagné. On a gagné parce que comme le Burkina est un pays d'événements culturels et d'événementiels, on a vu les femmes ont fait leurs preuves. Dans la création, aussi bien au théâtre, au cinéma, on a eu des figures de femmes sur nos écrans. Et au labeur, on a vu la femme artiste. Et donc je pense que le regard s'est un peu déplacé et c'est à notre honneur. Mais c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. C'est pour ça que nous continuons, en tout cas en tant que femmes, nous continuons entre comédiennes à avoir des moments de discussion entre nous pour continuer de porter la dignité. Parce que à côté d'un comédien, d'un artiste homme, on demande beaucoup plus de dignité à la femme. Et je suis d'accord. Et on y travaille. En tout cas, on a beaucoup gagné. Et voilà, mais comme rien n'est jamais acquis, il faut toujours continuer à lutter. Ok, alors Madame Sankara, dimanche dernier, on découvrait la statue corrigée du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, un long processus. Alors déjà, comment avez-vous vécu ces moments-là en tant que sœur
et votre regard en tant qu'artiste. Succinctement, Madame Oui, Sankara, on est un peu préparé. Oui, très succinctement, oui. Je n'étais pas sur place là et j'ai vu les images comme beaucoup d'autres personnes circuler. Mais en tant qu'artiste, ce que je veux dire, c'est que il y a de l'à peu près dans... Et puis une œuvre comme ça, on ne peut pas partir d'un moule et rafistoler. Et c'est pas possible. Et il y a un goût d'inachevé dans la statue. Et je pense qu'un artiste aussi a besoin de temps. Et on n'avait pas besoin de courir tant pour mettre en place une statue. On avait besoin de beaucoup de temps. Et parce que c'est un défi en tant qu'artiste, pour l'artiste, consacrer une figure telle que la figure du président Thomas Sankara ou une autre figure d'une grande personnalité ne pardonne pas l'à peu près. Rien ne peut justifier ça. Et voilà, Madame Sankara, merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà qui met fin à cette page culture. Je rappelle que vous êtes la présidente des Récréatrales, un événement qui est prévu du 23 octobre au 1er novembre prochain. Je reçois pour vous Jérôme Tiendrebego pour la page sport de ce Midi Magazine. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, on va parler d'intermédiaires de joueurs. Voilà, c'est la nouvelle appellation d'agents de joueurs, ceux qui servent d'interface entre le joueur et les clubs. C'est en quelque sorte un impresario, pour parler comme en théâtre. Alors, celui-là qui est chargé de soigner l'image du joueur, de montrer ses qualités pour pouvoir le vendre. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ainsi que ça se passe. Alors, une activité très complexe. Et pour en savoir davantage, Jean-Modeste Ouedraogo et Moussa Ouedraogo ont signé pour vous ce dossier. Agent de joueurs ou intermédiaires, voici un secteur d'activité peu connu ou mal connu par le public sportif burkinabé. Pourtant, ces hommes de l'ombre jouent un rôle important dans l'ascension des footballeurs. C'est d'abord de conseiller l'enfant, de permettre à l'enfant de ne pas aller signer un contrat sans chercher à comprendre ce qui est à l'intérieur du contrat. Parce que très souvent, ce qu'on remarque, les enfants, quand ils vont pour la signature de contrat, la première idée, d'abord, c'est l'argent. Ils ne cherchent pas véritablement à lire le contenu du contrat. Est-ce qu'il y a des clauses du contrat qui peuvent les condamner à la fin de leur contrat, ou bien il y a des pièges qui sont dans le contrat? Non. En général, les enfants, eux, c'est la première des signatures qui les intéresse. Au Burkina Faso, on dénombre près de 40 agents de joueurs reconnus par la Fédération burkinabé de football. Beaucoup d'entre eux détiennent la licence FIFA, le précieux sésame qu'il fallait obtenir à l'époque pour exercer dans ce métier. Dire que je suis arrivé un peu par hasard dans ce groupe-là d'agents de joueurs. C'est le regretté Koraïre, qui était secrétaire général de la fédération à l'époque, qui m'a un peu poussé à cela. Parce qu'il voyait que j'aidais beaucoup les joueurs. Et souvent, quand les joueurs devaient partir à l'extérieur, j'étais avec eux. Donc, il m'a dit, mais au fond, il y a un truc là que la FIFA organise, le concours pour être agent de joueur. Au lieu d'aider les joueurs comme ça peut te rapporter un peu d'argent aussi. Je dis, ah bon, ok. Et bon, je me suis renseigné, et puis j'ai passé le test, j'étais admis. Aujourd'hui, pour faire carrière dans ce secteur d'activité, nul besoin d'une licence délivrée par la FIFA. En effet, depuis le 1er avril 2015, l'instance internationale a libéralisé le système, donnant ainsi le pouvoir aux fédérations nationales qui réglementent la profession. Cette situation a favorisé l'arrivée massive de parents ou d'amis autour des joueurs, ce qui pourrait expliquer leur manque d'ambition et le manque de professionnalisme. Il y a beaucoup de travail autour du joueur. Si j'ai un conseil vraiment à donner à ces joueurs-là qui doivent faire des sacrifices à un moment donné pour dépasser là où ils sont. Quand ils arrivent à chaque étape, c'est un nouveau défi. Voilà, si vous voyez aujourd'hui le défi de Messi, c'est toujours encore gagner tout ce qu'ils ont devant lui pour aller de l'avant. Donc je peux vous dire que c'est ça que le problème de Burkinabé a l'air.
parce que ceux qui les gèrent, soit c'est la familiarité, soit c'est les amis, soit c'est vraiment pas la professionnalisme qui sont autour d'eux et qui le disent la vérité réellement pour arriver au sommet. Au Burkina Faso, Bourema Maïga, ancien international burkinabé, devenu agent des joueurs après sa retraite, est une figure de proue dans ce métier. À son actif, plus d'une dizaine de joueurs transférés vers l'Europe. Son plus grand succès dans ce métier est le transfert de l'international burkinabé Edmond Tapsoba vers le club allemand du Bayer Leverkusen. Un transfert estimé à près de 20 millions d'euros. À un moment donné, ça me dépasse. Et les gens qui sont venus me voir, je regardais celui qui avait plus de modestie dans son travail, c'était Deco. Puis je lui ai dit, ok, je vais travailler avec lui, voilà, pour voir jusqu'à où on peut arriver avec Edmond au niveau international. On pouvait l'amener tout de suite à Arsenal ou Chelsea. Il y avait beaucoup de demandes. Et dans les divans, mais on avait trouvé que ce n'était pas encore arrivé. Il avait besoin encore de jouer, mais on avait choisi de l'amener dans les 4 plus grands championnats quand même de l'Europe pour encore apprendre. Et je peux vous dire que c'est sa première saison en première division. Première saison. Il a déjà 46 matchs. Si vous ajoutez les matchs des étalons, ça va être 50. Et moi, je peux dire bravo. Parce que si on n'avait pas travaillé, s'il n'avait pas écouté, resté, ne pas venir en vacances, il a loupé 3 vacances. Il a fait ses sacrifices pour arriver à cette niveau. Dans les années 2000, Dr Edouard Traoré, considéré comme le pionnier dans ce métier, a géré la carrière de plusieurs internationaux burkinabés. Bon, les premiers que j'ai fait sortir avec l'aide d'un camarade togolais, c'est Balima, Benjamin et Florent Rwamba pour la Moldavie. J'avais eu la chance d'avoir un ami togolais qui était en contact avec l'équipe de Sheriff FC de Moldavie. Et ils se sont intéressés à ces 2 joueurs-là qui sont partis. Et comme il avait... C'est plus lui qui a fait le travail. Comme il avait plus de contact là-bas avec le directeur sportif de l'équipe, ils ont même signé avant d'arriver. Le pharmacien de profession fait un diagnostic du nombre peu élevé de footballeurs professionnels burkinabés dans les 5 grands championnats en Europe. Extrait. Pour lui, cette situation n'incombe pas aux agents de joueurs nationaux. Notre championnat, qu'on le veuille ou non, n'est pas très médiatisé. L'équipe nationale, peut-être, est médiatisée quand il y a les Coupes d'Afrique, et les éliminatoires de la Coupe du Monde et tout. Ce sont ces joueurs-là qui sont vus. Or, en général, ces joueurs sont déjà en Europe. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. Peut-être qu'on est un peu trop gourmand. On a envie que nos joueurs soient mis en chose, mais il faut du travail. Pour éviter les agents de joueurs ou intermédiaires véreux, un règlement a été adopté par la Fédération burkinabé de football pour régir l'exercice du métier. Il y a beaucoup qui vivent très bien de ce métier, mais quand on y vient aussi, il faut avoir beaucoup de sérieux. Alors Jérôme Tiendro-Béogo. Oui, il faut tout de suite féliciter Bourema Maïga qu'on a vu dans l'élément de Jean-Modeste Ouedraoui. Il a reçu le prix africain du développement PADEV, récompensant l'excellence en tout cas dans divers secteurs d'activité. Donc il a reçu ce prix-là pour le compte de l'année 2019 sous la houlette de la Fondation 225. Vous imaginez que les jeunes de joueurs ne travaillent pas pour rien. Alors lundi, dans Intégral Foot, on va reparler de cette question d'agent de joueurs et vous saurez comment se fait la clé de répartition, parce que vous savez que c'est très important. Quand on dit que Edmond Tapsoba a été transféré à hauteur de près de 20 millions d'euros, c'est une somme colossale. Alors il y a une clé de répartition et que nous allons vous proposer en tout cas dans notre livraison de lundi dans Intégral Foot. Alors venons-en à l'actualité, l'élection présidentielle à la Fédération burkinabé de football. L'élection du 22 août s'annonce palpitante parce que pour la première fois, on a 5 candidats déclarés. Nous avons reçu samedi dernier M. Bertrand Kaboré, le jour de la déclaration donc, de sa candidature. C'était pour coller avec l'actualité. Nous avons décidé de remonter dans le temps. Le premier candidat, c'était Amadou Traoré, qui n'est pas disponible. Le deuxième, c'était M. Lazare Bansé, qui n'est pas disponible. Donc, on reçoit aujourd'hui M. Mori Sanou, que nous allons présenter brièvement. Vous avez 61 ans. Joueur, vous avez joué comme au JCB.
c'est bien ça, JCB, et à l'Étoile filante de Ouagadougou, entraîneur à l'AS Sonabel, à l'USFA et aussi au Santos. Vous avez occupé plusieurs fonctions, donc au ministère des Sports et des Loisirs, directeur général des Sports et des Loisirs, directeur des Sports pour tous, également au Comité national olympique des sports burkinabé, vous êtes chargé de cours en administration du sport. Vous êtes également instructeur d'entraîneur de la Fédération néerlandaise de football pour football de jeunes en Afrique. C'est bien ça? Alors, bienvenue sur ce plateau, Monsieur Sanou. Merci. Dites-nous, Monsieur Sanou, pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat pour 2 raisons principales. La première raison, parce que depuis 1995, j'ai conçu une vision du développement du football burkinabé qui devait aboutir au professionnalisme en 2010. Et j'ai travaillé avec plusieurs présidents de fédérations et plusieurs ministres des sports. J'ai essayé de faire passer la vision, mais ça ne passe pas. Il y a certains éléments qui sont appliqués, mais qui ne vont pas à leur terme. Je prendrai l'exemple de la Ligue nationale appelée aujourd'hui Ligue professionnelle. Cela vient de cette idée, de ce projet-là. Et l'objectif de cette Ligue nationale était de responsabiliser les clubs d'élite du Burkina dans la gestion de leurs compétitions, les autonomiser et maintenant dégager la fédération pour pouvoir se consacrer au vrai développement du football national. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a eu la Coupe interprovince. Beaucoup se souviennent de cela. Et cette coupe avait été initiée et mise en pratique pour montrer qu'on allait responsabiliser les ligues régionales, les districts à la base, voilà, pour poser une fondation de notre football. Mais après cette édition, il n'y a rien eu. Donc ces idées-là montrent qu'il y a quelque chose de bien assis qui est préparé, mais qui n'a pas abouti jusqu'à présent. Donc je veux être candidat parce que j'ai vu que ceux qui sont là ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne perçoivent pas comment il faut le faire. Donc il est important que moi-même je me propose parce que le besoin est là. Donc au regard de tout ce que vous avez dit, vous pensez que vous avez les atouts nécessaires pour sortir vainqueur de cette élection-là? La victoire, ça dépend de la décision des acteurs. Moi, mon objectif, je pense que en toute chose, ce que l'on recherche, c'est le profit, c'est-à-dire c'est l'intérêt. Quand on pose des actes, on cherche des intérêts. Voilà. La nature de l'intérêt peut varier, mais l'homme n'agit pas sans un objectif, voilà, qui lui est profitable. Donc, pour moi, j'ai un projet qui correspond aux objectifs recherchés. Et c'est ce projet que je vais exposer aux décideurs. C'est à eux maintenant de choisir. S'ils veulent qu'on aille ensemble, là, j'irai avec eux et nous aurons des résultats. Ça, c'est certain. Mais un projet vieux de 25 ans, il est toujours d'actualité? Très actuel. Alors, on a vu qu'en 2012, vous étiez candidat. Vous êtes déclaré candidat. Oui. Vous avez déclaré votre candidature en 2016 également, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Est-ce qu'en 2020, M. Maurice Sanou sera candidat? C'est pour ça que je l'ai bien précisé dans ma déclaration, en disant que en 2012-2016, je ne suis pas allé au bout. Pourquoi? Parce que j'ai voulu qu'on fasse le consensus autour de notre football. Mais le constat que je fais, les gens font plutôt le consensus autour des hommes et non pas autour des idées qui peuvent nous amener au développement. Voilà. Merci beaucoup, M. Maurice Sanou. Alors, samedi prochain, on va recevoir un autre candidat, M. Laurent Blaise Kaboré, le 5e candidat déclaré, M. Laurent Blaise Kaboré, qui est l'actuel vice-président de la Fédération burkinabé de football. En attendant cet invité-là, qu'est-ce que vous avez au programme pour ce week-end? Pas grand-chose, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités, mais la Bundesliga qui a repris, le seul championnat européen qui a repris, en tout cas parmi les 5 grands championnats, c'est la Bundesliga, le championnat allemand. Il dispute sa 27e journée ce week-end et en ce moment même, Edmond Tapsoba, dont on parlait tout à l'heure, et son club, le Bayer Leverkusen, sont en train de disputer un match très important contre le Borussia Mönchengladbach, 3e au classement, et en cas de victoire, Edmond Tapsoba et son club pourraient monter 4e si Leipzig ne s'en sort pas dans son opposition. Et lundi, dans l'intégral foot, à 21h, on va parler essentiellement de la CAN 96. Merci Jérôme Tienderbego pour toutes ces informations. À vous, M. Sanou, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi chez vous. Bon après-midi à tous.